Rebonsoir, nous allons ouvrir cette seconde partie de Paris Jaffa par un reportage exceptionnel publié par Paris Match. Son auteur, Jafer Ait Aoudia, son propos, l'existence d'une cité salafiste en France, à 5 km à peine du centre d'Avignon. Le nom de cette cité, Renjan, ça ne s'invente pas, mais la reine a fait place à l'imam et le prêche est pour le moins inquiétant. Il y avait des gens qui sont convertis dans notre mosquée, mais après, on ne les voit plus. Vous parlez de l'imam El-Mahdi, Mohamed El-Mahdi, oui, qui a organisé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, vous le savez, un tribunal islamiste dans sa mosquée. Non, je ne le savais pas. Non. Il y a des convertis partout. Et s'ils vont en Syrie, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. C'est cet imam qui habite à Nîmes. D'accord. Non, je ne suis pas au courant. Bien sûr, on s'est retrouvé à terminer avec un pseudo-tribunal islamique avec des imams. Alors c'est un extrait du documentaire que vous avez réalisé. Vous avez écrit pour Paris Match, bien sûr, et on peut lire l'article dans Paris Match cette semaine. Mais vous avez aussi filmé. Alors Jafer Ait Aoudia, qu'avez-vous vu de si inquiétant dans cette cité ? Ce qui est surtout super inquiétant dans la cité, c'est surtout cette ascension de l'islamisme et des salafistes, effectivement, qui courent les rues. On a l'impression que le seul centre d'animation sociale à l'intérieur de cette cité, comme dans pratiquement l'ensemble des cités d'Avignon, tourne autour des mosquées salafistes. Il faudrait savoir que sur un rayon de 4 km à la ronde, il y a 10 mosquées, 7 mosquées sont qualifiées de salafistes par un certain nombre d'acteurs locaux que j'avais rencontrés. Alors pour bien vous comprendre, il est important de donner une définition du salafisme. C'est un courant qui vient d'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut le qualifier d'islamisme radical ? Et c'est surtout la maison mère un petit peu des terroristes. Aujourd'hui, on parle de plusieurs courants à l'intérieur du salafisme, mais en tout cas, je ne suis pas spécialiste de l'islamisme. En revanche, ils se définissent comme étant des gens très respectueux de façon rigoureuse, rigoriste de la loi islamique. Malheureusement, ce courant donne lieu et naissance à des dérives du genre terrorisme ou des départs en Syrie ou des départs simplement, une adhésion assez forte à la cause djihadiste. Et ça, vous l'avez bien deviné en écoutant par exemple les prêches. Vous racontez par exemple que vous êtes retourné dans cette cité parce que vous y êtes allé plusieurs fois après les attentats du 13 novembre en France. Et là, vous avez entendu des choses qui vous ont énormément inquiété. Alors, c'est très inquiétant et malheureusement, ce n'est pas très perceptible pour l'oreille occidentale. Moi, j'ai la chance d'avoir une double culture, à moitié kabyle et à moitié français. C'est-à-dire, j'ai la possibilité, évidemment, de déceler, d'arriver à lire entre les lignes dans ce genre de prêche. D'un côté, j'ai un imam qui ouvre son prêche avec des mots qui respirent l'air républicain, genre on condamne les attentats, etc. Et de l'autre côté, il n'hésite pas à ponctuer son discours avec 10 mots, 10 phrases qui, quelque part, justifient le recours à la violence. Oui, avec... notamment lorsqu'il... Allez-y. Pardon, excusez-moi. Allez-y, Jafer, oui. Notamment... Oui, je vous en prie. Notamment lorsqu'il évoque la légitimité de recourir à la violence, de régler son compte à un coupable, parce que, paraît-il, le prophète Mohammed, dans le temps, avait combattu et avait la possibilité et le droit de tuer en temps de guerre. Voilà, c'est exactement ce que vous dites. Et ça, c'est très inquiétant. Oui, parce qu'ils considèrent évidemment qu'ils sont en guerre. Parce qu'ils se considèrent évidemment qu'ils sont en guerre. La guerre qui opposerait l'Occident à l'Orient par les conflits qui sont aujourd'hui effectivement une réalité au Moyen-Orient ou dans les pays d'Afrique noire comme le Mali. Voilà, alors il y a cette justification implicite des attentats, mais il y a au quotidien une sorte de charia qui est au fond appliquée avec des salons réservés aux femmes, avec des cafés où ne se trouvent que les hommes. Et je rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient par exemple en cours d'émission, que nous sommes à Avignon, dans la cité dite des papes.
Alors, ce qui est encore plus inquiétant pour la Mare, c'est que Avignon n'est qu'un exemple en France. Des cités comme Avignon, des quartiers populaires comme Avignon, où le salafisme gagne du terrain, et c'est malheureusement monnaie courante. Alors, on salue votre courage et vous racontez qu'il y a des musulmans républicains qui, comme je pense à Hossein, par exemple, que vous avez croisé, que vous avez rencontré, qui vivait très tranquillement dans cette cité et qui a été obligé de partir parce qu'il a reçu des menaces. Alors, malheureusement, avec ces musulmans républicains, ce sont des musulmans qui sont aujourd'hui négligés, malheureusement, par les politiques ou alors par les interlocuteurs officiels au niveau, évidemment, de ces communes. J'ai rencontré pas que Hossein, mais également d'autres musulmans qui respirent à une simple chose, vivre simplement dans le respect des lois de la République, dans le respect des valeurs de la République, qui ne cherchent qu'à vivre. Et malheureusement, ce que je constate, hélas, et c'est vraiment une question qui me taraude et qui me chagrine, c'est que ce sont plutôt les islamistes, malheureusement, qui sont devenus aujourd'hui des partenaires privilégiés des autorités. La raison, je ne la connais pas encore. Et ça paraît incroyable quand même qu'il y ait cette cité-là, on pourrait l'appeler une zone de non-droit ou de droit islamiste, au sein même de la cité d'Avignon et de la ville d'Avignon. Ça veut dire que les autorités laissent faire. J'avoue que c'est assez incompréhensible. Alors, il y a sans doute des considérations électorales pour la Mare. Moi, à la suite de la diffusion, de la publication de mon reportage dans Paris Match, j'étais incendié à la fois par les islamistes et à la fois par la mairie d'Avignon, Parti socialiste, qui faisait cause commune avec les islamistes et menaçait simplement de me poursuivre en justice si jamais les images étaient diffusées. Aujourd'hui, on ne comprend pas le jeu des politiques, encore moins d'ailleurs le jeu, s'il y a jeu, en tout cas l'attitude des autorités préfectorales. On a l'impression qu'on veut pacifier les quartiers en s'arc-boutant sur les islamistes. Et par ailleurs, on oublie que pendant ce temps-là, malheureusement, certains quartiers sont gangrénés et malheureusement, l'islamisme continue à s'activer et les lois de la charia continuent, hélas, à devenir des références, voire une doxa dans les quartiers. Merci beaucoup, Jaffer Ait Aoudia, pour ce témoignage et pour cette enquête que vous publiez, je le rappelle, dans Paris Match. L'existence de cette cité salafiste, comme d'autres d'ailleurs, vous l'avez dit, va malheureusement aiguiser les tensions communautaires en France. David Klezewski. Des Français parfois sur la défensive, toutes confessions confondues. C'est l'enseignement principal de l'enquête publiée par le journal du dimanche. Une large série d'interviews a été réalisée par l'Institut Ipsos sur près d'un an, de juillet 2014 à juin 2015, c'est-à-dire avant, mais aussi après les premiers attentats de janvier. Les chiffres confirment le sentiment de méfiance éprouvé par les Français. Un tiers d'entre eux considèrent qu'une situation raciste peut se justifier. Dans le même temps, un nombre équivalent dit avoir été victime d'insultes ou d'agressions commises par une personne d'origine maghrébine. Autre chiffre qui révèle certaines fractures. 41% des musulmans affirment avoir été insultés ou subi des remarques liées à leur origine. 67% des Français musulmans estiment par ailleurs que les Juifs sont un peu trop présents dans les médias, contre 41% de l'ensemble des Français. Autre signe de cette défiance, les Français estiment que le nombre de musulmans ou de Juifs est bien supérieur à ce que les chiffres officiels révèlent. Face à la succession de chiffres qui décrivent un certain pessimisme dans la société, la Fondation du judaïsme qui a commandé l'enquête a pris soin de ne pas publier les résultats à n'importe quel moment. Pour ne rien vous cacher précisément, nous avions attendu pour publier cette enquête dont nous avions les résultats il y a quelques semaines. Nous avions d'abord attendu le déroulement des élections régionales parce que nous ne voulions pas précisément qu'il y ait des récupérations politiques ou qu'on soit accusé d'accroître les tensions. L'objectif affiché de l'enquête était d'alerter les pouvoirs publics. La Fondation du judaïsme français a l'intention de reproduire son initiative tous les ans pour assurer un suivi du vivre ensemble dans le temps. Voilà pourquoi les dirigeants politiques français font preuve aujourd'hui d'une très grande prudence quand il s'agit de définir, de préciser la menace. Leur intention est louable, mais à ne pas vouloir nommer les choses, ne prennent-ils pas le risque d'accentuer les tensions, David ? Terroristes, barbares, assassins, criminels, des insultes parfois aussi. Le 11 janvier, des millions de Français marchent pour la liberté d'expression menacée.
Mais menacé par qui? C'est du bout des lèvres que le mot islamisme est prononcé. Même musique 10 mois plus tard lorsque plus d'une centaine de personnes sont assassinées au Bataclan. Nous parlons pour notre pays en pensant qu'on est dans un combat. Et que dans ce combat, il faut réunir les conditions pour le gagner. La première condition, c'est l'unité du peuple français. Et on va en parler. On ne montre pas du doigt une partie du peuple français. Pour parler clair, on doit rappeler sans cesse, l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Mis à part quelques voix isolées, dont le Premier ministre Manuel Valls, les autorités énumèrent souvent des listes qui n'incluent pas l'islamisme ou les facteurs religieux. Pour le ministre de l'Intérieur, l'ennemi de la France, c'est le terrorisme, c'est-à-dire un moyen d'action, un crime de guerre, mais pas une idéologie religieuse extrémiste. Ces prêcheurs de haine doivent être regardés pour ce qu'ils sont, des criminels qui érigent en système la barbarie. Face à eux, une seule attitude est possible, une détermination totale, l'unité nationale et l'union des démocraties pour vaincre le terrorisme. Une menace dont s'est rapidement saisi au contraire le Front National et quelques élus communistes. Ce sont eux les premiers qui ont pointé du doigt le fondamentalisme islamiste. On ne peut pas agir aux côtés d'un pays comme le Qatar, dont je dis depuis de très nombreuses années qu'il est un des grands soutiens du fondamentalisme islamiste. Le Pen pose les bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses. Ironie de l'histoire, c'est Laurent Fabius qui s'était exprimé ainsi en 1984, avant de fuir lui-même certaines bonnes questions 30 ans plus tard. Et à ce stade, il est intéressant d'entendre Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des livres, auteur d'un livre très récent, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, publié par Le Seuil. Jean Birnbaum, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi cette difficulté à nommer les choses ? Écoutez, pourquoi cette difficulté à nommer les choses ? Peut-être parce qu'on vient d'une très longue tradition de déni et d'occultation, comme si on avait oublié qu'en Occident aussi, la religion a été très très longtemps extrêmement centrale, qu'on ne pouvait pas penser non seulement notre quotidien, notre vie ordinaire, mais aussi la politique, le fondement de l'autorité, sans s'en remettre à Dieu. On a l'impression qu'on a oublié tout ça, et aujourd'hui, quand des hommes sèment la terreur en plein Paris au nom de Dieu, notre premier réflexe, c'est de dire « ça n'a rien à voir avec la religion ». Et là, on est dans une situation incroyablement paradoxale. Voilà un gouvernement ou des dirigeants politiques, quels qu'ils soient, qui ont du mal à nommer les choses. Et voici un journaliste, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, puisque vous étiez dans le même studio, kabyle, musulman, qui lui dit les choses et va dénoncer les choses et parle d'islamisme. Mais c'est pas si paradoxal que ça, parce qu'en fait, si vous voulez, souvent quand le gouvernement ou certains intellectuels martèlent en permanence que ces attentats n'ont rien à voir avec la religion en général et rien à voir avec l'islam en particulier, en fait, souvent, ils ne rendent pas un bon service et même ils plantent une sorte de poignard dans le dos de tous les intellectuels musulmans qui sont issus de la culture musulmane, qui, eux, se battent sur le front interne à l'islam, sur cette espèce de guerre, à l'intérieur de cette guerre civile interne à l'islam qui ravage l'islam de l'intérieur en ce moment, et qui essayent par tous les moyens de soustraire leur foi, leur tradition, les textes qu'ils aiment et auxquels ils tiennent, aux fanatiques qui voudraient faire de ces traditions et de ces textes une sorte de grimace sanglante. Donc en fait, très souvent, les seuls qui viennent, pour qui c'est évident que ces attentats et que le djihadisme en général a à voir avec la religion, c'est souvent les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans qui se battent dans l'islam pour soustraire leur foi aux fanatiques. Et qui se battent avec un immense courage parce qu'ils sont eux-mêmes menacés de mort. Et j'insiste sur ce point, menacés de mort. Certains d'entre eux sont d'ailleurs protégés. Et du coup, dans ce combat, ils se sentent parfois un peu seuls. Mais oui, c'est un des paradoxes. C'est-à-dire qu'évidemment, le discours ce que moi j'appelle le rien-à-voirisme, comme on dit parfois l'aquabonisme, c'est-à-dire cette espèce de pulsion qui fait qu'en permanence on dit ça n'a rien à voir avec la religion. Ce discours-là, il part d'une bonne intention, bien sûr, d'une intention louable qui est d'éviter le fameux amalgame, mais c'est vrai que c'est un amalgame mortifère entre d'un côté l'islam et de l'autre côté le terrorisme. Mais paradoxalement, ce discours qui part d'une très bonne intention, donc, il revient à trahir tous ces intellectuels musulmans qui se battent avec beaucoup de
courage donc dans cette guerre intérieure à l'islam, dont on voit tous les jours des traces, hein, les sunnites contre les chiites, l'Arabie saoudite contre l'Iran, en permanence. On est tous maintenant embarqués sur ce front-là. Et il y a aussi cette difficulté à ne pas avoir un lien entre religieux et politique, comme si les politiques eux-mêmes ne voulaient pas voir que des religieux se servent du fait religieux pour des fins éminemment politiques, et ça passe évidemment par la violence. Oui, et j'irais même plus loin, c'est pas seulement qu'ils se servent du religieux, c'est que souvent le religieux est lui-même politique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, comme je disais tout à l'heure, en Occident, le théologique et le politique, ce qu'on appelle le théologico-politique, était totalement indissociable. Aujourd'hui, on vient d'une longue tradition de sécularisation en général, et à gauche, d'une longue tradition de déni du religieux, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque part de la politique, on pense qu'il n'y a pas de religieux. Quand il y a quelque part du religieux, on évacue immédiatement le politique, et immédiatement aussi, dès qu'il y a du religieux, on le rabat sur autre chose que lui-même. C'est la grande pulsion que j'essaie de décrire. On dit mais non, c'est social, c'est économique, c'est géopolitique, c'est psychologique, c'est numérique. On dit ces jeunes-là, djihadistes, ont trop joué aux jeux vidéo, ils ont trop chatté sur Facebook. Bref, on ne peut jamais envisager la seule causalité qui est en permanence évacuée, c'est-à-dire la causalité religieuse. Or, la religion, effectivement, ça ne veut pas dire que toutes ces causalités sociales, politiques et tout ne jouent pas, mais la religion peut être aussi une cause qu'il faut prendre comme telle. Et la gauche est déboussolée au point d'accepter que le président d'un pays théocratique, je pense au président iranien Rouhani, soit accueilli en si grande pompe par le président d'un pays démocratique. Là, du coup, perte des repères totale. Et en même temps, si vous voulez, c'est perdre des repères dans tous les sens, puisque par exemple, il y a eu cette polémique que l'entourage du président Hollande a qualifié de dérisoire, quand le président iranien a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait à table une dégustation de vin, comme c'était prévu au départ dans le protocole. Eh bien, l'entourage du président François Hollande a dit « mais cette polémique est dérisoire, ça n'a aucun intérêt, nous allons aborder des enjeux majeurs du Moyen-Orient, de la guerre en Syrie, etc. » Comme si, à nouveau, ils étaient incapables de voir, dans les hautes sphères de l'État français, que lorsqu'un président iranien dit « moi je ne veux pas de vin à table », eh bien, c'est pas du tout dérisoire, et c'est surtout cet enjeu-là, il est au cœur des grands enjeux majeurs qui sont supposés être abordés par ailleurs, mais qui en fait sont les mêmes, puisque ce sont à nouveau des enjeux qui touchent de très très près à la religion. Donc en fait, ce que vous dites et ce que je rappelle là, à chaque fois, ça montre une incapacité à prendre au sérieux, juste à prendre au sérieux ce qu'on appelle la religion. Est-ce qu'on peut parler d'abdication de sa propre culture? Je pense à Rome, quand le président Rouhani était à Rome, où on a caché des nus artistiques. Je ne sais pas si on peut parler d'abdication. C'est vrai qu'il y a en permanence dans ces cas-là des accommodements à trouver. Quand je parlais de là du repas avec Rouhani, peut-être qu'il fallait faire un goûter ou je ne sais quoi. Enfin, là, chacun a sa doctrine. On peut être choqué par effectivement cette incapacité à assumer les statuts, le patrimoine dans une ville comme Rome. Mais la principale chose, c'est surtout l'incapacité pour moi, effectivement, à tenir compte du religieux dans tous les sens du terme, à assumer effectivement l'héritage théologique et religieux de l'Occident, et à prendre au sérieux celui qui aujourd'hui rayonne de la façon la plus forte et parfois aussi la plus violente à travers le monde, c'est-à-dire cette espèce d'islam politique qui se déploie de façon extrêmement puissante et parfois sanglante. Merci Jean Birnbaum. Je rappelle le titre de votre livre, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Merci. Le pouvoir actuel est même débordé sur sa gauche, puisqu'on en parlait, par des partis ou associations qui, eux ou elles, préfèrent s'attaquer à l'état d'urgence. Julia Ganancia. Levez l'état d'urgence! Le message est clair. Les manifestants battent le pavé pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et l'état d'urgence en France. À quelques jours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi, la pression monte. L'appel a été lancé par un collectif d'ONG dont la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats. Dans la rue, ces Parisiens sont déterminés. C'est pas en changeant un texte, un article de la Constitution qu'on va faire taire les terroristes. Ça n'a aucun rapport. En fait. C'est un aveu d'impuissance, c'est un réflexe de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. 3000 perquisitions, 400 assignés à résidence pour seulement 4 enquêtes pour terrorisme et dont une seule a été concluante. En fait, en termes d'efficacité, c'est absolument pourri et on aurait pu le faire, on avait les moyens de le faire sans le dispositif état d'urgence, tout ça. Pourtant, 4 Français sur 5 sont favorables à une nouvelle prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Pas de quoi démoraliser ces manifestants. Trempés mais souriants, de la place de la République à celle du Palais Royal, le cortège a rassemblé 5000 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs.
Et derrière une banderole du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour qui le dispositif de sécurité fait reculer les libertés collectives. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la réplique, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. 2 militaires en civil et hors service ont été agressés par une vingtaine de personnes en marge de la manifestation. L'enquête doit déterminer s'ils ont été visés en raison de leur qualité de militaires ou s'ils ont pu être pris pour des militants d'extrême droite. Le prochain rassemblement parisien est prévu devant l'Assemblée nationale vendredi 5 février, le jour du début de l'examen du projet de révision constitutionnelle. Paris-Jaffa, aller-retour, vous aurez compris l'esprit de cette émission où l'on sert de passerelle en quelque sorte entre le Proche-Orient et l'Europe, entre la France et Israël. Tout à l'heure, dans la première partie, nous écoutions Igal Palmore qui nous parlait de la région assez tourmentée. Et à nous écouter d'ailleurs, on pouvait penser qu'il n'y avait pas de raison d'espérer, mais il y en a une. Elle n'est pas politique, elle est économique. Et là, pour nous, gaz, avec une alliance inattendue entre Israël, la Grèce et Chypre, David Lehmann. Absolument, Paul. Une alliance d'une importance de premier plan. Ça se passait à Chypre en fin de semaine dernière. Un sommet qui a réuni discrètement, on va le dire, les leaders israéliens, grecs et chypriotes. Rapprochement qui touche de très nombreux domaines. Alors, on va les citer rapidement. L'eau, l'environnement, le tourisme, commerce, médecine, sécurité, éducation. Mais ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est l'énergie, le gaz, l'essentiel. Je vous laisse d'abord écouter Binyamin Netanyahu. We've been blessed, as you said, with natural gas. Nous avons été bénis, comme nous l'avons dit, par du gaz naturel dans la mer. Nous avons décidé d'explorer de manière très audacieuse, de former un comité trilatéral entre la Grèce, Chypre et Israël pour prévoir la possibilité d'un pipeline qui transporterait nos ressources communes et les amènerait en Europe via la Grèce. Voilà donc apparemment un nouvel horizon qui s'ouvre, qui se profile pour ces trois pays grâce aux immenses gisements offshore de gaz découverts récemment, que ce soit en Israël ou à Chypre. Alors on a compris, on va le voir sur un graphique, un projet, un gazoduc 1700 km qui relierait Israël à l'Europe via donc Chypre puis la Grèce et qui transporterait dans un premier temps 15 milliards de mètres cubes par an. Alors c'est seulement 6% des importations totales de l'Europe, mais c'est quand même une étape importante puisque les enjeux derrière sont multiples. Tout le monde y gagne a priori. La Grèce d'abord qui veut oublier la crise toujours très grave dans son pays et sécuriser aussi l'approvisionnement énergétique. On se souvient de l'échec du rapprochement entre Athènes et Moscou il y a 6 mois à peu près. Donc l'enjeu c'est de faire de la Grèce un carrefour pour le gaz en Europe. Chypre aussi qui a connu d'énormes difficultés, on en parle beaucoup moins, mais quand même 4 ans de récession, on a frôlé la faillite, il a fallu racketter les comptes en banque des Chypriotes pour éviter le pire. Chypre qui veut aussi montrer aux rivales turcs qu'il a un allié solide dans la région, Israël qui peut défendre ses droits sur le gaz et puis Israël justement, Israël qui cherche d'abord des débouchés pour son gaz puisque son marché est trop restreint pour rentabiliser les investissements sur le gaz, donc il faut exporter et vite. On sait que les cours du gaz sont indexés sur le pétrole et ils ne cessent de diminuer ces derniers mois. Mais au-delà de tout ça, on sait que la Turquie est intéressée aussi par le gaz israélien, qui est proche géographiquement. Donc le gaz peut être un instrument de rapprochement. Il y a l'Europe aussi qui veut diversifier ses sources d'approvisionnement de gaz, donc être moins dépendante de la Russie. Donc le gaz israélien peut jouer aussi. L'Europe qui veut aussi mettre plus de pression sur Israël ces temps-ci au niveau du dossier palestinien. Pas sûr que le gaz puisse jouer là-dessus et alléger cette pression. En tout cas, on le voit, les relations commerciales sont souvent bien au-delà que les aspects purement économiques, une fois de plus. Merci David. Et là, on va rester en mer, mais pour une nouvelle moins heureuse, pour surveiller ce cargo en dérive qui semble se diriger vers la côte des Landes. Maël Benoliel. Dernière tentative de remorquage. En cas d'échec, le cargo s'échouera. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le préfet maritime de l'Atlantique. À la dérive depuis 6 jours et toujours incliné à 50 degrés à une centaine de kilomètres des côtes, le Modern Express va être de nouveau remorqué ce lundi au lever du jour depuis le golfe de Gascogne. Si cette tentative échoue, le cargo finira sa course dans les heures qui suivent sur la côte sableuse du département des Landes. La mauvaise météo complique les opérations. Des vents violents et une forte houle n'ont pas permis aux équipes sur place de remplir leur mission jusqu'à aujourd'hui. Les causes du chavirage restent encore à déterminer, même si certains experts maritimes avancent pour l'instant la thèse d'un désarrimage des cargaisons. Les marchandises se seraient décrochées et auraient ainsi déséquilibré le cargo. À son bord, quelques 3600 tonnes de bois, mais aussi 300 tonnes de fioul de propulsion, mais qui ne représentent pas de danger de pollution. Aucune marée noire n'est à craindre, toujours selon le préfet maritime. Le Modern Express, immatriculé au Panama, avait émis mardi un signal de détresse à 280 km de la pointe nord-ouest de l'Espagne. Les 22 membres d'équipage avaient quant à eux été évacués par hélicoptère.
Fin de ce Paris-Jaffa. Je vous rappelle la nouvelle que je vous donnais il y a une demi-heure environ. François Hollande a accordé une remise de peine gracieuse à Jacqueline Sauvage qui a tué son mari, un mari extrêmement violent tout au long de leur vie commune. Et cette remise de peine va permettre à Jacqueline Sauvage de demander une libération immédiate. François Hollande l'a fait pour des raisons humaines et pour permettre à Jacqueline Sauvage de retrouver sa famille. Ce Paris-Jaffa est terminé. Dans quelques minutes, vous retrouverez Jean-Charles Banoun pour un 20h et pour son 20h. Il est avec toute la rédaction d'I24 News. Ensuite, à 21h, heure française, vous retrouverez Julien Baloul qui vous proposera une session complète de news et de mag. De news, évidemment, dès 20h, puis le mag qui s'appelle l'Hebdo et qui lui permet de revenir sur la semaine écoulée et sur les temps forts de cette semaine. Et si vous voulez regarder en rediffusion Paris-Jaffa, n'hésitez pas. Notre site internet www.i24news.tv. Et si vous voulez contribuer au débat permanent qu'on initie sur Paris-Jaffa, hashtag Paris-Jaffa. À demain 19h. Au revoir.